partir du livre La grande dévalorisation d'Ernst Hoff et de Norbert Trenkel, je voudrais démontrer que les explications et les justifications défendues par la plupart des économistes, des penseurs et des analystes du sport ne mobilisent pas les concepts cohérents pour cette économie et ne vont pas assez loin dans leurs approches. Ne correspondent pas à l'ampleur de la crise existentielle de ce sport qui apparaît aujourd'hui. Les véritables causes de celle-ci concernent des modalités beaucoup plus fondamentales. La crise à l'œuvre aujourd'hui dépeint la situation essentielle que représente la forme de la richesse capitaliste qui apparaît incertaine dans le secteur d'activité du sport. Un dernier ressort, le modèle de société sportive développée souffre d'une productivité dépendante pour le mode de production capitaliste. Quelle est l'origine de la valeur dans l'écosystème du football français? Comment définir l'origine de la valeur dans l'économie du football français? La notion de travail abstrait considère le travail produit, quel qu'il soit, équivalent, et justifie la même rémunération. C'est-à-dire que l'on considère identique une même chose, indépendamment de la qualité du travail produit. L'on met sur le même plan une production de marchandises, potentiellement émancipatrice, comme des livres ou la culture au sens large, avec la fabrication de produits dérivés dans des conditions sociales dévastatrices ou la production de spectacles sportifs aux conséquences environnementales et sociétales destructrices. Ainsi, tout vaut la même chose, tant sur l'aspect quantitatif que qualitatif, des produits potentiellement émancipateurs et des produits totalement néfastes pour les populations. Les deux entrent dans la même logique de la croissance, sans qu'il y ait de différenciation. On assiste à une société sportive totalement inconsciente des effets sociaux et environnementaux issus des marchandises et des spectacles produits qui recherchent seulement la maximisation d'une plus-value, d'un profit, indifférent aux individus concrets qui travaillent, mais aussi conséquences sociales et écologiques de la consommation de ces marchandises. La répartition de la plus-value dans l'économie du football s'établit sur le modèle suivant. Comme toutes les marchandises ou prestations, force de travail sportive produit une valeur d'usage, une valeur d'échange et une valeur rare. La valeur d'usage de la force de travail fait référence à la capacité du travailleur à ajouter de la valeur aux choses sur lesquelles il travaille, afin d'associer des attributs à la marchandise pour en augmenter sa valeur d'utilité ou sa valeur d'usage. La valeur d'échange de la force du travail correspond au prix ou au salaire payé par le capitaliste au travailleur, déterminé par le temps de travail socialement nécessaire à sa production. La valeur rare de la force de travail correspond à une partie du travail fourni par le salarié comme composante nécessaire à sa production qui contribue à établir sa valeur d'usage. La force de travail réalise un travail, produit des marchandises ou des prestations et crée de la valeur. Dans l'économie du football, l'actionnaire ou le propriétaire détient des capitaux financiers, issus de ses activités hors football ou d'emprunts obtenus qui représentent A. Avec A, il achète des facteurs de production objectifs comme les équipements, un stade, des installations, plus des facteurs de production incorporels comme des joueurs, plus des facteurs de production subjectifs constitués de la force de travail, soit les salariés et les fonctions support. Ainsi, dans ce processus, il en découle A' provient de A augmenté de la plus-value. L'actionnaire dispose de plus d'argent à la fin du processus parce qu'existe une marchandise achetée par lui, la force de travail, qui produit plus de valeur qu'elle n'en coûte. Selon son niveau d'exploitation, elle doit effectuer un surtravail, soit un travail gratuit dans sa journée. Le taux de plus-value traduit le rapport entre le travail nécessaire réalisé par la force de travail et le surtravail, soit la part de travail gratuit. Dans l'économie des clubs de football, le travail mort représente la part du capital constant, soit les installations, le stade, les équipements achetés et la contractualisation des joueurs professionnels qui ne s'accroît pas dans les process de production. De plus, soumis à l'usure des installations, à l'obsolescence technique ou à l'obsolescence des compétences, l'ensemble du capital constant se dégrade au même titre que tout actif naturel ou physique. On le retrouve sans modification dans la marchandise vendue issue de la production. Ainsi, les moyens de production représentent du capital considéré comme mort, sans l'intervention de la force de travail. Le travail mort, sous une forme métaphorique du capital constant, se rapporte à l'espace des capitaux immobilisés. Il représente d'abord le caractère passé et immobilisé. Il constitue ce qui devient maintenant sans vie. Le travail vivant, qui représente le capital variable, conforme à l'essence humaine, devient une force productive conforme à une fin. Le travail vivant, produit par les salariés des fonctions support ou de back-office, n'intervient pleinement que lorsque les moyens techniques lui offrent toute son expression. Par la coagulation du travail vivant dans le process productif de la marchandise, avec l'intégration du travail mort, la force de travail contribue à la production de la valeur d'échange et de la valeur d'usage. Le capital variable correspond à la valeur de la force de travail comme une partie du capital dont la consommation produit non seulement l'équivalent de ce qu'elle a coûté, mais encore une survaleur, que précisément parce que le rapport capitaliste permet l'extraction du surtravail. Quel est le modèle économique du football français? Je souhaite montrer que le modèle économique du football français conduit vers une économie de plateformisation sans en disposer des moyens. La force de travail active dans les clubs de football professionnels s'exprime par les activités développées par les fonctions support ou de back-office. Ainsi, seul le travail vivant, déployé par les salariés administratifs, contribue à la production de richesses des clubs. Selon une chronologie économique, la valeur créée par le club dépend de la manière de développer et d'organiser les activités de marketing et commerciales destinées à la production des différentes marchandises. Que ce soit les revenus issus de la billetterie, des ventes d'hospitalité, des produits dérivés,
des activités événementielles, des contrats de sponsoring et dans une certaine mesure des droits audiovisuels, tous dépendent de la force de travail exercée par l'ensemble des fonctions support. Sans les fonctions support des clubs de football, aucune production de richesse ne devient possible, aucune production de valeur d'échange, aucune production de valeur d'usage pour répondre aux objectifs économiques et sociaux des organisations sportives ne se concrétise. Du point de vue des opérations d'investissement incorporelles dans les clubs de football, l'achat des joueurs professionnels, permis par la négociation des contrats, reflète un système de production dans lequel les sportifs s'autonomisent en produisant leur propre valeur. La masse salariale, négociée lors de la contractualisation, constitue une capture anticipée de la richesse qu'ils autoproduisent. Cette partie du capital fixe ou constant, représentée par les joueurs, fonctionne de manière indépendante selon ton mouvement économique, face à des contraintes limites. Ceci ne constitue pas de la force de travail salariée, bien que juridiquement il bénéficie d'un contrat, mais du capital productif et prédateur, en ce qu'il s'autonomise avec l'objectif de capturer le maximum de valeur par appropriation. Cette forme d'organisation contribue à une autoproduction de la part des sportifs au même titre qu'un investissement dans une organisation numérique qui produit sa propre valeur, capturée par le propriétaire. Dans le cas des joueurs, ceux-ci capturent leur propre valeur en dehors de l'actionnaire. Celui-ci aura pour seul objectif de réaliser une plus-value sur le marché des sportifs. Pourquoi évoquer le mode de fonctionnement en plateforme dans le cas des clubs de football? On peut définir ce mode d'organisation sous l'angle économique en illustrant qu'une plateforme constituée de sportifs reconnus autour d'un écosystème sportif produit un modèle économique destiné à créer de la valeur. Valoriser les relations commerciales et leurs interactions dans un ensemble de parties prenantes représente la chaîne de valeur du football, comme une filière ou une communauté d'intérêt. Par la production et la mise à disposition des spectacles sportifs, de services, prestations et de produits dérivés via des systèmes de numérisation, ce mode d'organisation répond aux attentes des acteurs économiques et sociaux dans cet écosystème. Alors que le modèle de production traditionnel se déploie de manière linéaire, le modèle économique des plateformes se caractérise par la création de la valeur à partir d'un écosystème. Dans le modèle conventionnel, la valeur dépend de la capacité de l'entreprise à produire sa propre valeur ajoutée selon un schéma linéaire, marketing à client, puis conception, puis production, puis distribution, ayant pour objectif de proposer une différenciation dans ses produits ou services offerts. Selon le modèle organisationnel en plateforme, la valeur provient des modèles marketing, communicationnels et commerciaux qui dépendent de la valeur dont les producteurs de spectacles sportifs et de prestations de services vont créer de la valeur pour des partenaires extérieurs. L'avantage compétitif de la plateforme se situe dans sa capacité de contrôle de son écosystème. Finalement, le mode organisationnel des plateformes illustre une pratique très aboutie du capitalisme avec des marchés centrés sur des écosystèmes qui s'auto-organisent en utilisant des solutions numériques. Ainsi, les plateformes sportives s'avèrent, d'une part, comme des clubs de football, dans un espace géographique qui concentre la production de spectacles sportifs et l'ensemble des opérations de marketing, de communication et de distribution. D'autre part, un ensemble pyramidal dans lequel se rencontrent l'offre et la demande sportive. On peut aussi avancer que le modèle économique des plateformes s'impose car il apporte la justification d'une capacité supérieure à tirer des avantages financiers de son propre écosystème. Cependant, cette pratique de fonctionnement en plateforme requiert des efforts d'investissement très importants, consentis par les organisations afin de bénéficier des opportunités présentes. Les grandes plateformes numériques consacrent jusqu'à 20% et plus de leur chiffre d'affaires en recherche et développement et vont jusqu'à décomposer leurs dépenses d'exploitation destinées à la maintenance et au développement de leur capital immatériel. Malgré tous ces efforts de recherche et de développement, cela ne suffit pas à démontrer l'espérance de profit avancée par les investisseurs. Les enjeux posés aux clubs de sport dépassent leur capacité à affronter une mondialisation sportive qui conduit à une compétition relevée, à une demande d'innovation toujours débridée. Les modèles économiques traditionnels s'éloignent pour laisser place à de nouveaux espaces de production et de création de valeur portés par les innovations. Dès lors, les investissements vers des actifs physiques ne constituent plus la principale origine des revenus financiers et de capture des richesses. La particularité des actifs matériels, dépendant d'un long délai de retour sur investissement, se transforme en inconvénient majeur pour les clubs de football engagés sur de nouveaux marchés dynamiques. Dans The End of Accounting, les auteurs Baruch Lev et Fengu vont remarquer que les dépenses destinées à des actifs corporels représentent moins de 10% des investissements engagés dans les entreprises, le capital humain devenant la variable prépondérante des décisions financières dans l'économie du XXIe siècle. Face à des droits de propriété mal définis et incomplets, à des connaissances partielles, les clubs de football doivent rechercher à investir dans l'univers des connaissances émergentes. De plus, ils doivent s'appuyer et développer leur capacité de créativité en s'appuyant sur de nouveaux talents identifiés dans leur espace ou en dehors pour produire et conserver leur avantage concurrentiel. Seulement, le modèle actuel de l'économie du football devient un obstacle à une nouvelle pratique organisationnelle autour de plateformes. Les sommes considérables et dérivantes engagées pour financer la production de spectacles sportifs et des services proposés aux différentes parties prenantes absorbent toute la capacité des clubs de football pour affronter les nouveaux défis organisationnels et numériques. D'un côté,
Les coûts d'achat exorbitants des sportifs professionnels comme producteurs de spectacles, ajouter la masse salariale est déraisonnable, obère toute la capacité d'investissement des clubs jusqu'à leur mise en danger et une dépendance fatale. De l'autre, la part des salaires versés aux salariés des fonctions administratives ou support des clubs réduit la possibilité des organisations à recruter de nouvelles compétences et de nouveaux talents qui engageraient des changements organisationnels importants pour répondre à l'évolution du commerce par le biais de la plateformisation. La structure économique du football répond au seul objectif de produire de la valeur pour les producteurs de spectacles qui illustrent les sportifs professionnels. Par une vision purement financière et prédatrice, les propriétaires des clubs de football s'engagent à valoriser les producteurs de spectacles afin d'en retirer de substantielles plus-values. Le seul but du capital prédateur doit être de réaliser un profit rapide au détriment des organisations viables. Dans l'économie du marché des joueurs de football, la prédation constitue une phase de développement de la culture sportive atteinte dès lors que les membres du groupe des sportifs professionnels adoptent une attitude prédatrice, résultant d'une double démarche fondée sur l'existence d'actifs sportifs spécifiques associés à leur transférabilité pour déployer des effets de levier comme la condition d'une capture du maximum de valeur. Dans le mode de production de l'économie du football, la production de richesses matérielles utiles n'est quasiment qu'un effet secondaire du système orienté vers la réalisation de la valeur et l'accumulation illimitée du capital au bénéfice de l'actionnaire. La finalité du capital devient la richesse abstraite ou la richesse monétaire, telle qu'elle s'exprime dans l'argent. Mais cette richesse abstraite présuppose la mise en œuvre sur une base toujours élargie du travail vivant qui se coagule dans la valeur des marchandises. D'un côté, l'actionnaire recherche le développement de son club par l'exploitation du travail vivant. D'un autre côté, il doit réduire en permanence le travail nécessaire. Cette contradiction fondamentale se traduit par un développement de la productivité du travail vivant qui devient la limite que le système a lui-même élevée. La production de valeurs sportives modernes, sublimée par les économistes néolibéraux, ne représente pas une production de valeur mais une simulation. Elle constitue la réalisation anticipée d'une valeur dont aucun acteur économique ne sera en capacité de justifier. Cette valeur anticipée, constituée du potentiel de vente des joueurs, des contrats de sponsoring et de droits audiovisuels, ne deviendra effective seulement par la survenance des porteurs d'espoir qui recherchent des possibilités de survaleur issues de la production réelle de marchandises autour des activités commerciales footballistiques. Ernst Lohoff et Norbert Frankel, dans la grande dévalorisation, considèrent qu'il faut distinguer deux formes de marchandises. Les marchandises comme les biens physiques et les services rendus qui contribuent à des échanges marchands pour des avantages représentés par leur valeur d'usage et seront définies comme des marchandises d'ordre 1. Il faut les différencier des autres marchandises qui s'écoulent à l'intérieur des marchés mais ne deviennent des potentialités d'achat seulement lorsqu'elles octroient un droit sur leur survaleur. Ainsi les actions, les obligations, les produits dérivés, les fonds d'investissement et toutes les différentes formes de créances qu'il désigne comme des marchandises d'ordre 2. Ainsi, dans l'économie du football, apparaît la différence fondamentale entre ces deux formes de marchandises. Lorsqu'un acheteur ou un club acquiert un joueur professionnel, le vendeur ou le club vendeur bénéficie de l'argent comme produit de la vente, mais abandonne tout droit de propriété sur le joueur vendu, tandis que l'acheteur ou le club acheteur renonce à tout autre usage de l'argent qu'il vient de donner au vendeur du sport. Il devient propriétaire du dit joueur, mais ne bénéficie plus de la valeur d'échange de l'argent qu'il vient de donner. Lors de l'acquisition d'un joueur, le club vendeur émet une facture afin d'obtenir son paiement. Ainsi, apparaît une créance qui représente le produit de la vente. Du côté du club acheteur du joueur, apparaît une dette que le club devra honorer. Apparaît ainsi une sorte de dédoublement du capital argent dans le partage de sa valeur d'usage. De fait, la même créance qui constitue de l'argent anticipé surgit du côté du vendeur qu'il peut mobiliser pour bénéficier de nouvelles ressources financières destinées à son développement. Du côté de l'acheteur, celui-ci détient maintenant une dette et un droit sur la survaleur obtenu lors du processus de vente sur le marché des transferts à venir du dit joueur. Le capital argent se déplace ainsi en son reflet autonomisé, ce qui définit le modèle de circulation du capital fictif. Ainsi, pour que la production de capital fictif se développe et continue sa course, il faut des porteurs d'espoir pour anticiper raisonnablement que ce droit de propriété, échangé sur les marchés des transferts, conduira vers une possibilité de percevoir une part de la valeur produite dans le secteur des marchandises d'ordre 1. Seulement, il s'agit précisément de la difficulté grandissante qu'affronte la production de valeurs sportives, en particulier par le remplacement du travail vivant par le travail mort, qui a conduit au développement déraisonnable du capital fictif.